Bonjour Clara Debord, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de bien vouloir inaugurer les petits déjeuners virtuels d'administration moderne. Et nous avons pensé à vous parce que vous êtes une figure emblématique de l'opérationnalité de l'État depuis un certain nombre de mois face à la crise Covid. Et puis surtout, nous vous avions invité au mois de mars dernier dans notre colloque les femmes face à la crise et la technique nous a lâchés et on était très très impatientes de pouvoir vous entendre et échanger avec vous. Donc nous vous remercions très chaleureusement de bien vouloir inaugurer les petits déjeuners d'administration moderne. Voilà, nous avons à peu près 1 heure devant nous. Nous allons donc vous écouter pour nous dire comment vous vivez la crise Covid dans un territoire, pardon, dans le département d'Outre-mer. Comment vous vivez ça en tant que femme? Est-ce qu'il y a des sujets qui se posent particulièrement dans la gestion de cette crise, la place des femmes dans la gestion de cette crise? Comment vous le voyez? Est-ce que vous avez pu en tirer de ce point de vue un certain nombre d'enseignements entre la première, la deuxième et la troisième vague? Vous êtes aussi une des expertes très écoutées parmi les médias et donc, comme vous le savez, nous participons au développement d'une base d'expertes de nos différents réseaux professionnels féminins. Et on voulait aussi vous écouter sur les conseils que vous pourriez donner aux femmes de nos réseaux professionnels pour être entendues en tant qu'expertes et pouvoir lever des difficultés liées notamment au devoir de réserve et puis peut-être aussi vous interroger après sur quelques éléments d'actualité de la gestion de crise chez vous. Donc, Clara Debord, vous êtes directrice générale de l'ARS de Guyane. Vous avez une carrière très riche et je vous propose peut-être de nous dire quelques mots de votre carrière qui s'est déroulée aussi avec un fond d'engagement féministe très important et qui sera aussi peut-être un des sujets de notre échange maintenant. Donc, je vous laisse la parole et nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Merci mesdames, merci à toutes et à tous. Je suis donc Clara Debord, je viens d'avoir 46 ans, j'ai travaillé pendant 10 ans comme directrice d'hôpital, puis ensuite j'ai travaillé en cabinet ministériel chez Madame Roselyne Bachelot, puis chez le cabinet de Xavier Bertrand et Nora Béra. Ensuite j'ai travaillé en administration centrale à la DGOS, puis en agence sanitaire pendant près de 5 ans, et me voici depuis 2 ans, bientôt et demi, à l'Agence régionale de santé de Guyane. Et j'ai effectivement, depuis pas mal d'années, alors j'ai mis en sommeil depuis mon arrivée sur ces fonctions officielles en Guyane, mais un engagement, on va dire, féministe et pas que. Enfin, je me suis beaucoup intéressée aux questions de violence institutionnelle et notamment de violence dans les questions de formation en médecine, les risques psychosociaux et toutes les questions de hiérarchie finalement qui transcendent bien de nos environnements et que nous voyons guère, qui sont notamment liées à une interprétation que j'estime pas toujours saine de la question du mérite et de l'effort, qui bien sûr, je suis bien sûr complètement d'accord avec le mérite et l'effort, mais parfois, quand ça va jusqu'au sacrifice et au fait d'écraser les plus jeunes, les moins qualifiés, ou les femmes, ou les noirs, ou les gros, ou que sais-je encore, on a évidemment des choses à redire. Donc voilà, je pense que c'est aussi, ce n'est pas totalement anodin cet engagement féministe, puisque je crois qu'il m'a aussi donné une forme de visibilité qui a probablement permis qu'un jour quelqu'un se dise tiens, mais elle pourrait devenir directrice générale d'une ARS. Donc ça n'est pas quelque chose que je cache, c'est quelque chose que je mets en sommeil pendant mes fonctions officielles, même si mes collaborateurs et partenaires le savent. Je suis par exemple très engagée sur les questions d'accès à l'IVG en Guyane. Et j'ai eu à faire des interventions médiatiques difficiles, douloureuses pour certains gynécologues guyanais,
parce que j'ai décidé de dépasser le mode d'intervention formel, classique et sous le radar qu'un DG d'ARS devrait faire sur ce genre de sujet, pour assumer le fait qu'à titre personnel, je trouvais scandaleux que le choix de la méthode ne soit pas possible en Guyane et qu'il y ait des jours et des jours, voire des semaines d'attente sur l'île, sur Cayenne, compte tenu de la part très importante de médecins et faisant jouer leur clause de conscience. Et donc, voilà, il n'est pas impossible d'être féministe et de le faire savoir et d'avoir, pour autant, bien sûr, en tant que fonctionnaire, c'est certainement plus simple, mais d'avoir une carrière professionnelle. J'espère ne pas être, disons, l'exemple qui montre, comment dire, l'exception qui confirmerait une règle. J'espère que non. Après, j'essaye d'avoir une analyse, si possible, distancée entre mes différentes casquettes, hein, entre le moment où j'ai des interventions formelles, officielles, soumises à mon devoir de réserve, et puis les orientations que je donne à ma politique, qui sont, comme pour tous les dirigeants, liées aussi à mes convictions et à mes priorités. Donc les collaborateurs le savent et savent que certains sujets, je les suis de façon peut-être plus directe, voire intrusive, que la part qu'ils pourraient simplement avoir dans les 1001 missions que nous avons sur nos territoires. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je vous propose que nous passions tout de suite au cœur de nos interrogations de ce petit déjeuner, et notamment sur la gestion de la crise, la place des femmes dans la gestion de la crise, comment vous l'avez vécu en Guyane. Et vous, à titre personnel et dans la fonction qui est la vôtre, mais comment vous l'avez observé autour de vous, dans vos équipes, parmi vos collègues? Est-ce que en temps de crise, les choses ont changé? Il y a d'autres choses qui ont été plutôt mises en exergue? Voilà, on aimerait avoir votre sentiment. C'est toujours très difficile de décrire un phénomène social depuis un point de vue individuel. C'est-à-dire que moi, mon expérience ne décrit pas, ne me permet pas d'appréhender un phénomène social, et je suis très intéressée des analyses, par exemple, faites par le CSA qui montrent que pendant la crise, il y a encore moins de femmes sur les plateaux, parce que moi, avec mon regard, déjà d'une, je n'ai pas la télé, mais peu importe, avec mon regard seul, je ne le vois pas. Donc, même si je suis une femme, je ne suis pas pour autant devenue sociologue de la question du genre. Hein. Donc, je crois qu'il faut aussi voilà, savoir exprimer une expérience sans que pour autant celle-ci n'ait aucune valeur générale. Et en plus, il est très difficile de faire la part des choses entre tout ce qui fait ma personnalité, comme la vôtre, comme celle de Madame Lassus. Quand je génère telle ou telle réaction, est-ce parce que je suis blanche? Parce qu'en Guyane, ça compte. Est-ce que c'est parce que je suis femme? Est-ce que c'est parce que je ne me teins pas les cheveux? Parce que ici, c'est quelque chose qui marque, le fait que je ne me teigne pas les cheveux. Est-ce que c'est parce que j'ai des talons? Parce qu'ici, on met des talons très hauts, et du coup, je mets des talons très hauts. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas compétente? Ou est-ce que c'est parce que je le suis? Ou est-ce que c'est parce que je raconte des trucs liés à une expérience qui tout d'un coup les touche? On ne sait jamais. Donc, je peux évidemment raccrocher telle ou telle attirance qui m'est renvoyée. Je reçois des messages, je passe à la télé, amoureux d'un tas de gens qui m'écrivent que je suis belle, etc. Que, évidemment, ils ne le feraient pas, je pense, si j'étais un homme, quoique même très, très bien fait. Mais peut-être est-ce lié à autre chose, peut-être est-ce lié juste au fait que ça change, au fait que je n'hésite pas à en rajouter, c'est-à-dire je n'ai jamais été aussi féminine que depuis que je suis en Guyane, parce que j'ai le sentiment qu'ici, en voyant les choses, en voyant mon environnement, que ça compte beaucoup.
et qu'une femme masculine, avec plein de guillemets, est encore moins facilement admise. C'est-à-dire qu'ici, on a une vision extrêmement genrée des rapports, et c'est le piège, bien entendu, hein, c'est que quelque part, on est encore au stade où il faut qu'une femme, elle soit jolie et qu'elle ait des enfants. Mais quelque part, je me sers de c'est le fameux renversement du stigmate, je me sers aussi de ça pour être écoutée, puisque on est écouté quand on est bien mise. Alors là, j'ai pas mis les boucles d'oreilles et tout, mais je n'hésite pas à en rajouter. Enfin, ça dépend avec qui je discute. Si je suis en visioconférence avec Paris, je vais revenir à des codes physiques, hein, que je crois avoir compris de mon expérience parisienne. Et puis, quand je suis dans d'autres circonstances, à la télé guyanaise ou quoi, je vais adapter les codes physiques différemment. C'est-à-dire que ça, c'est clair que nous, les femmes, on a à travailler cette question parce qu'elle nous est plaquée. Alors, on peut dire que quelque part, j'entretiens ces stigmates-là, et en même temps, je me souviens quand je travaillais en cabinet, un jour, j'étais arrivée avec une jupe un peu courte, un très beau tailleur, mais un peu sexy, et un collègue m'avait dit, qui me connaissait bien, « Oh là là, toi, on dirait que tu vas avoir un député ». Et effectivement, j'allais voir un député. J'avais besoin absolument qu'il avale mon amendement. Et s'il fallait que j'utilise ces armes-là, vu que j'avais compris qu'il y était sensible, bah, il n'y avait aucun problème. Et c'est mal nous connaître que d'imaginer que nous ne soyons que soumises à ces choses-là. En fait, c'est souvent les garçons qui sont des pauvres petites choses fragiles, qui ne parviennent pas à soutenir les émotions que nous leur provoquons. Donc, voilà, s'il faut faire sa place comme ça, alors je ne vais pas jusqu'à, enfin j'espère, et c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter chez mes congénères, enfin chez mes consoeurs, c'est d'aller jusqu'à mijorer. Donc, j'en vois parfois, bien sûr, à la télévision ou dans des réunions qui ne cessent de bouger, avoir une voix super aiguë et faire des œillades. Ça, par contre, là, ça m'insupporte, et je trouve qu'elle… je ne le dis pas, bien sûr, parce que, oh là là, on a appris quand on est féministe à ne pas critiquer d'autres femmes, mais à décrédibiliser finalement, pour le coup, le propos. C'est-à-dire que moi, j'y vais avec mes boucles, mes machins, mes talons hauts comme ça, mais je fusille du regard le premier qui commence à mal me parler. Et il n'a pas du tout envie de le refaire. Pas du tout. Pas du tout. Je suis bien pire, ou pas pire, peut-être pas, mais je n'ai aucun problème à avoir un rapport extrêmement froid, extrêmement brut. Je ne dirais pas viril, parce que ce n'est pas le sujet, mais extrêmement, oui, détaché, on va dire, de quelconque émotion, et de pouvoir finalement jouer entre tous ces registres. C'est d'ailleurs ce qui m'amuse le plus, je crois, dans ma fonction. Alors, j'ai oublié votre question, mais voilà, je tournais un petit peu autour sur les questions de femmes au pouvoir, entre guillemets, et notamment dans un territoire comme le nôtre en Guyane, où on a des rapports de genre très, très marqués, encore bien plus marqués que ça ne l'est en métropole, sans dire si c'est bien, si c'est mal, c'est assez flagrant. Oui, c'est ce qui vous conduit à jouer avec des codes et à jouer encore plus avec des codes. Oui. Et donc, la question vers laquelle tout cela nous amène, c'est est-ce que vous avez observé, vécu, senti une particularité dans la gestion de crise de votre point de vue de femme directrice générale, ou de votre point de vue de directrice générale non femme? Qu'est-ce qui revient de cette expérience des femmes au cœur de la crise? Moi, j'en tire deux choses. D'une, cette crise-là, quelque part, c'est un boulevard pour des gens comme moi qui, tout d'un coup, deviennent… parce que la santé, avant la crise, ce n'était pas forcément le sujet majeur. Là, clairement, les crises, celle-ci comme mille autres, puisque je travaillais sur les crises auparavant, ça donne énormément de pouvoir parce qu'il y a l'événement, la pression médiatique. On sait que notre civilisation,
oui, notre monde est extrêmement lié. Toute la sécurité sanitaire depuis 20 ans n'évolue que par crise, parce que la crise donne du pouvoir, puisqu'elle donne la parole. Donc, clairement, moi, comme beaucoup d'autres, ça nous donne vraiment une parole que nous n'avions pas, ou qui n'était pas aussi entendue et pas aussi critiquée, mais ça c'est normal. Lorsque il n'y avait pas, que la santé n'était pas le principal sujet. Donc, ça donne ce boulevard-là. Après, bien sûr, ce qui est vrai aussi, c'est que les crises, et notamment celle-ci, elles ont toujours tendance, à mon sens en France, à générer une recentralisation de la décision. C'est-à-dire une crispation, et quand la France se crispe, la France se crispe sur son jacobinisme. Toujours. C'est toujours, quand on est dans les cercles de décision parisiens, dans lesquels j'ai été, donc je le dis à titre personnel, on a quand même toujours un peu l'impression d'être mieux informés que ceux qui sont sur les territoires, comme on dit poliment, et de mieux savoir, puisqu'on est entouré, il y a une sorte d'entre-soi, de gens très diplômés qui sont tous sortis des mêmes écoles et qui s'auto-alimentent. Et donc, Paris a raison et le reste du territoire est un peu con. Et donc, en plus, ajouter à cela la valeur très importante dans notre pays autour de l'égalité, qui fait que pour que l'égalité soit respectée, l'égalité des Français face au vaccin par exemple, il faut qu'il y ait une seule décision, la même pour tout le monde, et donc celle-ci doit être prise sur la capitale. Ce qui, bien évidemment, n'est pas, est souvent inadapté, même si je suis une égalitaire dans l'âme. Quand on confine la France entière et qu'on confine la Guyane dans laquelle il n'y a aucun cas, moi, ça m'a servi comme DG d'ARS, puisque de fait, ça a permis de retarder l'arrivée des cas. Mais voilà, c'est la guerre à Paris, donc il faut que ce soit la guerre à Cayenne. Ben non. Et là, moi, ça fait 3 mois que j'explique qu'il y a le variant brésilien qui est à nos portes, puisqu'on a 700 km de frontière avec le Brésil. Et ce n'est qu'à partir du moment où des médias parisiens s'émeuvent du fait que des vols avec Rio sont maintenus, que tout d'un coup, le sujet brésilien entre dans la tête, dans le champ de vision des cercles politico-médiatiques, je dis ça pas politico-médiatiques, mais des gens de décision, voilà, parce qu'ils regardent la télé, ils écoutent les infos, et tout d'un coup, ils se disent « Oh, zut, mais il me semble qu'on a un territoire à côté du Brésil. » Eh oui, coucou, c'est nous. Voilà, on a 700 km. La frontière la plus grande que la France partage avec un autre pays, c'est la nôtre. D'accord? C'est la nôtre, c'est le Brésil. On ne nous en a jamais parlé à l'école. On nous a dit que la Loire, c'était le plus grand fleuve de France. On ne nous a pas parlé du Maroni. Voilà. Alors que le Maroni, c'est un fleuve de France, tout comme l'Oyapock est un fleuve de France. La région Guyane est une région de France, comme la Nouvelle-Aquitaine. Elle est département depuis 1946 et elle est française depuis 400 ans, c'est-à-dire beaucoup plus que Nice. Mais la Guyane n'est jamais dans le champ de vision. Mais là, je passe vraiment, je m'éloigne beaucoup de votre sujet. Non, mais au contraire, c'est c'est très très intéressant d'avoir le panorama et le contexte. Et du coup, la centralisation fait que dès l'instant qu'il y a une centralisation, forcément, s'il y a plus de gens qui sont dans la sphère de décision, dans les hautes sphères de décision parisiennes, forcément, c'est surtout ces hommes-là qui vont être amenés à décider. Donc, quelque part, c'est pas que moi, je le sens pas comme ça, mais c'est peut-être comme ça que ça se passe en vrai. Mais j'ai pas le sentiment que les femmes sont exclues par principe parce que c'est une crise, vas-y, pousse-toi, c'est pour les gens sérieux. C'est plutôt les gens experts qui sont là depuis longtemps, ou dont les médias ont le portable, qui sont toujours dispo pour venir sur les plateaux télé, qui du coup, comme le temps s'accélère, vont eux aussi être toujours les mêmes appelés. Et donc pour moi, la crise, elle accentue plutôt les phénomènes qui sont déjà en cours hors crise, puisqu'elle met encore plus de pression. Donc en fait, on est dans une seringue voilà, avec une pression plus importante. Et donc, ce n'est pas le moment pour improviser, je mets des guillemets, avec des nouveaux ou des nouvelles qu'on n'a jamais vues et qui, à quelques exceptions près, hein, avec Karine Lacombe, mais qui est quand même
arriver sur les plateaux télé parce que son chef de service n'était pas dispo, n'avait pas envie, et que donc il lui a demandé de faire le taf, et elle a très bien fait. Et heureusement, et elle est super. Mais c'est un peu, j'ai l'impression, de ma fenêtre, l'exception qui confirme la règle, c'est plutôt les gens déjà en place qui, parce que ce temps s'accélère et parce qu'ils sont déjà habitués, sont invités et réinvités et réinvités. Est-ce qu'aux avant-postes de la crise, peut-être moins visibles que dans les réunions filmées passant à la télévision, vous avez des équipes féminines tant dans les hôpitaux que parmi les renforts qui vous sont parvenus de métropole aux différentes phases de la crise? Est-ce que vous avez eu un engagement féminin particulier? Je ne parle pas des Evassan et des convois militaires, parce que là, vous avez eu peut-être un petit peu moins de femmes. Mais est-ce que vous avez senti une mobilisation autour de cette crise? Il y avait beaucoup de femmes, y compris chez les militaires, hein, puisque l'élément militaire de réanimation est venu nous aider en Guyane, et c'était beaucoup des femmes, puisque ce sont des infirmières, notamment hein, d'hôpitaux militaires. Donc oui, c'est plutôt très féminin, parce que le monde du soin est très féminin, mais enfin, il est surtout très genré. Je disais l'autre jour, quand on avait préparé l'intervention qu'on n'a pas pu faire malheureusement en mars, si c'était une crise qui avait touché la dermatologie, si c'était une crise qui générait des plaques sur tout le corps, eh ben, on aurait vu beaucoup de dermatologues sur les plateaux, et les dermatologues, c'est surtout des femmes. Enfin, c'est pas surtout des femmes, il y a beaucoup de femmes. Là, c'est la réanimation. La réanimation, il n'y a pas de nana. Voilà, il n'y en a pas. En chirurgie, l'autre jour sur Twitter, il y avait l'élection de nouveau bureau de la Société française d'urologie. Bah, c'était que des messieurs. On est dans un milieu très genré, un des plus genrés, je crois. Le monde de la santé, il y a vraiment une distribution. Il y a les secrétaires médicales d'un côté et il y a les ingénieurs biomédicaux de l'autre. Voilà, ça ne se mélange pas, ça ne s'est jamais mélangé, ou très peu. Et moi qui viens du monde hospitalier, j'en ai hélas l'habitude, à tel point que ça ne me heurte plus forcément. On fait avec le monde qu'on a, et on a encore plus ici en Guyane. Les jeunes filles ici en Guyane, leur rêve, si on peut dire, c'est d'être éducatrice de jeunes enfants, quoi. Voilà, parce que le niveau scolaire n'est pas très élevé, et que c'est à peu près la seule chose qu'on leur propose, et c'est surtout les seules choses qui sont valorisées socialement. C'est faire des enfants très tôt, longtemps, en avoir beaucoup, au-delà du fait que c'est aussi un modèle économique pour les familles très pauvres, qui sont légion ici. C'est aussi survalorisé dans ce territoire-là. La maternité est très valorisée. Le fait de ne pas avoir d'enfants, par contre, est très compliqué. Et dans la gestion de la crise en Guyane, est-ce que vous avez vu ressortir des sujets qui sont spécifiquement liés aux femmes dans la population dont vous vous occupez? Alors, j'ai présenté 2-3 reprises, mais quand on m'a demandé, et d'ailleurs c'était le ministre des Outre-mer, je peux le raconter parce qu'il ne m'en voudra pas s'il l'apprend, quand nous avions une réunion juste avec lui et le préfet sur des mesures de freinage, c'était il y a quelques mois déjà, hein, et le ministre, M. Lecornu, me dit, mais n'hésitez pas à imaginer des mesures de freinage, même originales, lâchez-vous, imaginez plein de choses, et puis après on en discute, on fera le tri et tout, ce qui était très bien. Et je lui dis, quand il m'a dit même original, je lui dis, ah mais moi j'en ai une très originale à vous proposer, mais pas sûr que vous soyez complètement d'accord. C'est de confiner les messieurs. Parce que quand on regarde, personne ne regarde ça, mais moi j'ai regardé, l'incidence sur hommes-femmes, vous ne voyez jamais cette incidence dans les chiffres officiels. Mais si vous la regardez, alors là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais sur les 2 premières vagues, c'était flagrant. Les hommes avaient une plus forte incidence de Covid, enfin, il y avait une plus forte incidence de Covid chez les hommes que chez les femmes. Et les hommes arrivaient beaucoup plus en réanimation que les femmes. Enfin, c'est-à-dire qu'en réanimation, il y avait plus souvent d'hommes Covid que de femmes Covid. À tel point qu'il suffirait de confiner les messieurs et de libérer les dames pour que, déjà, on casse l'épidémie. Alors, évidemment, c'est une blague, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette focale-là, elle n'a jamais été regardée.
En tout cas, moi, je n'ai jamais vu dans j'ai pas tout vu non plus, hein, mais dans les discussions officielles à la télé, etc. Mais enfin, pourquoi les hommes sont plus touchés? Mais pourquoi on ne regarde pas ça? C'est-à-dire que, quelque part, mon exemple de discrimination, on met les hommes à la maison, on met les femmes dehors, et comme ça, on a 3 fois moins de Covid qui circulent. Pourquoi est-ce que c'est un truc qu'on ne peut pas imaginer, alors qu'on imagine sans problème confiner les vieux, confiner les étrangers, confiner qu'est-ce qu'on a dit? Les vieux, les étrangers, qui c'est qu'on a voulu confiner à un certain moment? Enfin, on a les obèses, les comorbidités. Les obèses, alors les obèses, ça, on a le droit de penser confiner les obèses, on a le droit de penser confiner les vieux, on a le droit de penser confiner les étrangers, mais on n'a pas le droit de penser confiner les mecs. Pourquoi, à votre avis? Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Mais je sais pas. Je pense que personne n'a encore en tête la lecture du genre comme quelque chose un peu automatique qui nécessite d'être réfléchi. C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est parce que les hommes ont plus de relations sociales? Est-ce que c'est parce qu'ils respectent moins les prescriptions de santé publique? On sait d'habitude que les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à la santé. On sait que les femmes consomment davantage de soins, mais ont une durée de vie, une espérance de vie plus longue, parce qu'elles ont moins de comportements à risque, même si ça se réduit un petit peu, parce qu'elles font plus attention à je ne sais quoi. Voilà, c'est elles qui s'occupent de la santé des enfants, c'est elles qui s'occupent. Voilà, elles ont la santé dans leur sac de responsabilité. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance qu'on a sur les rapports de genre par rapport à la santé, et pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas en compte dans le Covid? Peut-être parce que voilà, c'est peut-être parce que c'est des garçons qui pensent les questions et que celle-là, elle est impensable. Et ça me fait penser, si vous me permettez cet exergue, à un ouvrage qui vient de sortir de l'historienne Lucille Pétavin sur le coût de la virilité, où elle a travaillé sur les statistiques disponibles des ministères de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé, et notamment en regardant toutes les conduites à risque, la population carcérale, etc., et en s'interrogeant sur les politiques de prévention. De prévention, de tout type de prévention, prévention de la délinquance, prévention des conduites à risque, prévention en termes de santé. Et donc, ce prisme que vous indiquez là à l'instant, il permet d'orienter de façon absolument considérable les politiques publiques, et pour autant, il n'est pas pris en considération. On n'a pas de pub qui dit mettre bien son masque, c'est être un vrai mec. Voilà. On n'a pas de pub comme ça, c'est bizarre. Oui, c'est très, très bizarre. Absolument. Et dans les crédits qui sont à votre main, est-ce que votre vision féminine et féministe, vous avez l'occasion de la déployer, ne serait-ce que sur des expérimentations article 51 ou sur d'autres, le soutien d'initiatives locales? Est-ce que vous pouvez un peu exprimer de façon opérationnelle, je dirais, cette approche? Alors, c'est difficile, ça me pose plein de questions, cette question-là, parce que à la fois, je suis là et j'amène, j'espère, quelque chose à ce territoire de moi, et à la fois, je dois être à l'écoute du territoire, voir où il en est, quels sont les pas que je peux l'aider à faire, sans forcément plaquer une vision qui n'est quand même qu'une vision parmi mille autres. Et l'exemple que je donne parfois, c'est nous avons un programme de santé communautaire qui s'appelle le programme BEPI, bien-être des populations de l'intérieur. C'est un programme qui vise à renforcer les facteurs protecteurs du suicide dans les populations amérindiennes de l'intérieur de la Guyane. Ce programme, pour le simplifier, ça ressemble un peu à du microcrédit. C'est-à-dire que une association que nous finançons, enfin c'est le groupe SOS, hein, Solidarité, que nous finançons, va dans les villages et essaye de trouver des gens qui ont une idée, d'activités à faire. Donc ça peut être match de foot, ça peut être tir à l'arc, ça peut être n'importe quoi.
quelque chose qui se passe à plusieurs, et puis l'aide à monter le projet, et puis ça passe devant un comité de pilotage avec les populations, enfin des représentants des populations amérindiennes et bushinangé, et puis si c'est validé à l'unanimité, le principe du consentement, alors il y a financement par éventuellement en liquide, par parfois quelques centaines d'euros seulement. Bref, il se trouve que ce programme existe depuis 2 ans et demi, et qu'il n'y a quasiment eu aucune proposition d'action relative aux femmes. Alors que les violences faites aux femmes sont endémiques et que nous savons par la science que l'amélioration de la santé vient aussi et en grande partie par l'amélioration de la santé des femmes, la santé, l'accès à l'éducation, etc. Donc on sait que les femmes sont à la fois, je ne vais pas dire un problème, mais une victime du problème et levier. Et pourtant, on n'a pas de proposition émanant de femmes ou relatives à la prévention des violences faites aux femmes, de groupes de parole ou de n'importe quoi, qu'on financerait tout de suite 3 fois s'il le faut. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut à la fois dire, je vous passe les clés, vous, la population, je veux vous donner du pouvoir d'agir, je veux, enfin, voilà, il va falloir que vous vous preniez en main et critiquer le fait qu'elle ne commence pas par les droits des femmes, ou être patiente et se dire que bah, c'est peut-être d'abord en commençant par un match de foot, je simplifie, hein, entre 2 villages qui ne se parlaient plus, qu'il faut commencer, et qu'à un moment donné, par ruissellement, comme disait l'autre, ça va finir par donner des idées à les femmes qui sont encore plus invisibles que les hommes amérindiens, mais qu'il faut en passer par là. À quel moment je plaque ma conception des priorités par rapport à mon contexte et à ma formation, à ma sensibilité, et à quel moment je fais en sorte que les populations se prennent en main, même s'il faut peut-être il faut en passer par une phase où ça n'est pas encore les femmes. Mais ça veut dire que je dois me restreindre et ne pas seulement penser que parce que je suis aux manettes, c'est ma conception du monde qui doit prévaloir. Est-ce qu'on pourrait penser possible d'introduire dans ce cas précis, par exemple, un peu ce qu'on appelle l'égaconditionnalité, c'est-à-dire que vous êtes pourvoyeuse de subventions sur des projets et sur un cas, par exemple, de match de foot, etc. Et peut-être que peut-on imaginer que ces subventions pourraient avoir un élément de conditionnalité lié à l'égalité, peut-être proposer un match de foot garçon, un match de foot fille ou... Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de projets, on n'a pas assez de porteurs. C'est vraiment qu'on essaye de faire émerger la demande avant de la filtrer hein, et de l'orienter. Donc d'abord, on fait émerger des demandes et des envies de projets. On fait ça pendant quelques années. Et ensuite, on va pouvoir passer à la phase d'amélioration, de performance au sens noble du terme, dans le sens aussi la bonne orientation, la diversité, etc. Il faut aussi parfois se retenir et se dire que c'est comme les besoins fondamentaux, quoi. Il faut d'abord manger et boire avant de commencer à rajouter des couches d'exigence, ce qui est bien normal. Je dis souvent à mes collaborateurs, quand quelqu'un crève de faim, on ne lui dit pas « mange des légumes verts », on lui dit « mange ». Enfin, on lui donne surtout à bouffer. Hein. Et après, on voit si on peut, voilà. Mais du coup, toutes les politiques de prévention de l'obésité, etc., métropolitaines, ne sont pas du tout adaptées à nous, de même que les politiques d'accès à la contraception, par exemple, quand vous êtes dans un territoire où l'usage de la contraception est très faible parce que le refus ou la volonté de ne pas enfanter n'existe pas parce qu'elle n'est pas valorisée socialement. Vous pouvez toujours expliquer aux gens comment mettre une capote, franchement, pisser dans un violon, quoi. Donc, il faut quand même toujours essayer de voir où en est le territoire sans faire non plus de classement, ils sont en retard, ils sont en avance, etc. C'est quand même avoir conscience qu'on a toujours une vision ethnocentrée et essayer de s'en détacher un peu en ayant toujours en tête que ce sont quand même des Français comme les autres et que donc, oui, il y a quand même quelques exigences à avoir, mais sans aller, voilà, sans brûler les étapes. C'est une question très compliquée.
Après, ce que je voudrais faire, moi, et je n'ai pas encore eu la possibilité, c'est avoir une analyse rétrospective des subventions qui ont été versées par l'ARS Guyane. C'est-à-dire qu'on verse à peu près 40 millions d'euros de subventions par an. Voilà, donc si on regarde sur les 3 dernières années ou 4 dernières années, on enlève le Covid parce que ça perturbe les analyses historiques, est-ce qu'on peut retraiter nos financements qui ont visé à éviter, je sais pas moi, la surdité, l'intoxication au plomb, je sais pas moi, l'accès à je sais pas quoi, un air sain, enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut analyser rétrospectivement les subventions que nous avons versées pour voir si elles ont profité aux deux genres, aux deux sexes, ou plutôt à l'un ou plutôt à l'autre, et voir comment cela a évolué sans qu'on s'en rende compte historiquement. Moi, ça, je veux le faire. Je n'ai pas encore les outils pour le faire. Je voudrais donc avoir une analyse aussi, alors on va dire des trucs horribles, une analyse rose de mon budget. Et j'aimerais aussi avoir une analyse verte de mon budget, c'est-à-dire au-delà des subventionnements thématiques qui étaient liés à des appels à projets, à des voilà. Au final, ça a bénéficié à quelle population, y compris aussi les populations les plus pauvres, celles des bidonvilles, les populations de l'ouest de la Guyane, qui elles-mêmes ont des indicateurs de santé extrêmement dégradés, et les populations de l'intérieur de la Guyane. Et pouvoir avoir comme ça des clés d'analyse de ce que nous avons fait sans nous en rendre compte, me semble beaucoup plus nécessaire et faisable tout de suite qu'une éga conditionnalité, c'est-à-dire faire porter aux pauvres petits opérateurs ce que je n'ai pas moi-même fait en tant que donneur d'ordre. Absolument. Et là, vous posez vraiment le sujet de la budgétisation sensible au genre. Oui. C'est exactement ça. Et ce que vous suggérez, c'est finalement une expérimentation à l'échelle de votre agence régionale de santé de ce dispositif qui pourrait, et notre association Administration Moderne, ça fait des années qu'elle milite pour la budgétisation sensible au genre au niveau national, mais on voit bien l'intérêt de savoir où va l'argent public et s'il n'y a pas des biais, on sait très bien que le budget n'est pas neutre, et s'il n'y a pas des biais dans l'allocation des ressources et en orientant du coup la mise en œuvre et l'impact des politiques publiques là où on n'a pas envie qu'elles s'impactent justement. Oui, et puis nous faire prendre conscience en fait de ce qui s'est passé sans qu'on s'en rende compte. Je pense que ça c'est vraiment une étape qui n'est pas encore franchie et qui a un potentiel d'amélioration qui me semble structurellement nécessaire et le plus élevé, quoi. Et vous pensez qu'une agence régionale de santé comme la vôtre pourrait avoir la possibilité matérielle de mettre en œuvre cette expérimentation de ce... Oui, alors la mienne, c'est difficile parce que je suis la plus petite ARS de France, donc j'ai déjà le nombre d'agents le plus faible de France, alors que j'ai les mêmes responsabilités qu'ailleurs. Mais j'en ai parlé hier à des... Je fais intervenir des collègues, une collègue de l'ARS Grand Est qui est actuellement en Guyane, qui vient nous aider pour 3 semaines sur la structuration de notre future direction des financements, où on va regrouper le pilotage des financements qu'octroie l'ARS Guyane. Et j'ai fait le brief hier, parce qu'elle est arrivée ce week-end en Guyane, et je lui ai dit, voilà vers quoi moi j'aimerais aller. C'est, oui, améliorer le pilotage, etc., mais j'aimerais déjà voir ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait pour certaines populations sensibles, la population des femmes en faisant partie. Donc, si vous avez des outils, des idées, mais ça demande des financiers qui font du retraitement comptable avec des outils qui, à mon sens, ils n'ont pas, sont pas forcément super disponibles, et ça demande un travail de fourmi, mais qui me semble absolument nécessaire. On y viendra, je pense. En tout cas, et je l'ai dit l'autre jour, on avait une réunion sur le plan climat dans nos ARS. Comment est-ce que les agences régionales de santé d'outre-mer, quelle est la lecture du plan climat de la France et les liens entre le climat et la santé? On avait une discussion avec Jérôme Salomon, notamment là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de dire, bon, oui, il faut financer un peu plus de panneaux solaires ou de je sais pas quoi. C'est aussi comment est-ce que les subventionnements que j'ai donnés, est-ce qu'ils ont amélioré ou aggravé la situation climatique? Parce que parfois, je peux financer une action de promotion de la santé qui finalement va consommer un carburant
parce qu'ici, pour aller en Guyane intérieure, il faut utiliser des pirogues qui consomment énormément de carburant. Est-ce qu'au final, je peux avoir des éléments me permettant d'analyser l'impact carbone des projets que je subventionne? Ben, aujourd'hui, je n'ai pas ça, moi. Et donc, ça m'agace de devoir regarder le sujet uniquement sous un angle moral. Oh là là, les petits oiseaux, oh là là, la biodiversité, elle est gentille, il faut faire attention. Ben, non, au plan professionnel, on est doté de quels outils? Et ça, vous sentez que vous pouvez avoir la possibilité éventuellement de déposer des projets pour pouvoir soutenir ce genre de choses vous-même, hein, ou pas? C'est vachement dur. Enfin, pour moi, là, pour le coup, c'est vraiment la responsabilité de Paris de nous outiller là-dessus. Là, que Paris m'explique, ils ne l'ont pas fait, ils n'osent pas, mais pas loin, ils le font avec certains de mes collaborateurs, que quand même, il faudrait qu'on fasse attention en Guyane parce qu'on a le variant brésilien qui arrive. Mon coco, t'es gentil, nous on habite ici, donc au Brésil, on en parle toute la journée, 365 jours par an. Toi, tu découvres que ça existe, mais nous, on sait. Par contre, si tu pouvais me préparer des outils me permettant plus facilement d'avoir une analyse de mon budget et de sa sensibilité donc au genre, au climat et aux populations vulnérables, là, tu m'aiderais beaucoup. Mais m'expliquer, ou même, c'est quand même un comble, quoi. Il a fallu qu'on demande, moi et d'autres, hein, à Paris, des autorisations pour élargir la cible vaccinale aux populations qui le nécessitaient dans nos territoires. C'est remonté au cabinet du Premier ministre, j'ai attendu 3 semaines, j'ai relancé 15 fois, la DGS m'a aidé d'ailleurs, et parce que moi, je n'avais pas assez de personnes âgées en Guyane et elles étaient très peu demandeuses du vaccin. Donc, j'étais en train de stocker des doses dans mes congélateurs pour rien, hein, pour rien, alors que j'avais l'épidémie au Brésil qui était en train de commencer. Mais on m'expliquait que non, il y avait un calendrier vaccinal en France et qu'il fallait le respecter parce qu'en gros, c'est l'égalité d'accès des Français à la vaccination. Alors non, toi tu mets 3 mois à vacciner tous tes EHPAD, moi je mets 3 jours, j'en ai 4 EHPAD. Donc je ne vais pas poireauter pendant 2 mois et demi parce que toi tu n'as pas fini. Mais de quel droit? Et après les risques reconventionnels, enfin, quel Français va dire en Guyane ils sont vaccinés à 50 ans, c'est pas juste, on veut la même chose? Personne ne va demander à rassembler à la Guyane, il ne faut pas avoir peur de ça. Et personne ne va se précipiter en Guyane pour venir se faire vacciner. Donc en vérité, il n'y a aucun risque. Et il a quand même fallu que je demande 15 autorisations. C'est parti au cabinet du Premier ministre, tout ça parce que Madame Michu, aide-soignante en médecine, 3e étage LB, puisse accéder à la vaccination. Il a fallu que ce soit des gens au cabinet du Premier ministre qui décident de ça. Alors que je ne demandais pas de doses en plus. Je demandais à utiliser mes doses. Et donc, et ça, à plusieurs reprises. Enfin, je veux dire, il y a un problème avec la centralisation hein, dans notre territoire. Hein. Donc, ça signifie que par rapport à la première vague, finalement, les enseignements qui sont liés à l'hypercentralisation de la décision n'ont pas été… Ça va mieux sur les mesures de freinage. C'est-à-dire que désormais, nous ne sommes plus soumis au rythme métropolitain sur les mesures de freinage et c'est heureux. Par contre, on est soumis aux angoisses de nos amis parisiens. C'est-à-dire qu'en gros, et ce n'est pas une critique, je serai à leur place, je ferai pareil. Ils n'arrivent pas à freiner à Paris quand ils ont une incidence de folie. Hein, commencent à freiner à 200, 300, voilà. Nous, on freine à moins de 100 pour 100 000, parce que nous, on sait qu'on est extrêmement fragile, que ça va être l'enfer, etc. Donc, nous, on met couvre-feu hyper tôt. Enfin, on a été les premiers en France à mettre en place un couvre-feu. Et on l'a mis à 17 h, le couvre-feu. Et dimanche, en totalité. Paris nous a laissé faire. Moi, j'ai pu un peu comprendre qu'à ce moment-là, Paris, autant refusait que nous reconfinions la Guyane, parce qu'il ne voulait pas qu'on donne mauvais exemple à la métropole à qui on avait promis qu'il n'y aurait jamais de reconfinement. Je grossis un peu le trait. Hein. Et donc, on était un peu la mauvaise conscience si on faisait un deuxième confinement alors que monsieur déconfinement avait dit que ça n'allait plus avoir besoin d'être fait vu qu'on avait des masques et des tests. Nous, en Guyane, on avait des masques et des tests et ça ne suffisait pas, donc il fallait reconfiner. Mais non, on ne nous a pas reconfinés. Par contre, on a proposé un couvre-feu très strict qui a été accepté dans l'idée que ça ne pourrait pas avoir un effet reconventionnel. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas… c'était inimaginable pour les Parisiens. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais couvre-feu en Guyane, bah oui, c'est un peu le bagne, hein, Guyane, c'est drôle, oh, quelle plaisanterie. Tu vois pas qu'à Paris, on va pas mettre le couvre-feu, enfin, t'as déjà vu ça, c'est n'importe quoi. Oui, mon garçon, tu vas y passer comme tout le monde.
Tu vas y passer comme tout le monde et tu aurais bien intérêt de regarder un peu moins d'un mépris ce qui se passe dans notre territoire parce que nous avons la chance d'être asynchrone et que donc nous pouvons, nous, vivre en Guyane ce que vous pensez que vous n'allez pas vivre quand ça va venir chez vous plus tard. Et inversement, le variant chez vous, il est arrivé avant le variant chez nous. Peu importe, je sors vraiment du sujet et je ne sais plus quelle est votre question. Non, mais la question, c'était comment vous avez vu la gestion de la crise, gérer la crise, et puis par rapport à Paris, est-ce que les difficultés que vous aviez mises en exergue tout à l'heure sur le fait qu'on avait la même mesure qui s'appliquait sur l'ensemble du territoire, et notamment au cours de la première vague, est-ce que finalement des leçons ont été tirées de tout ça pour la deuxième et la troisième? Pour les mesures de freinage, oui. Pour le reste, pas vraiment. Ça se détend un peu, hein, mais il a fallu quand même des mois pour que ça se détende. Ma collègue et amie Dominique Voynet s'est permis très tôt de déroger aux orientations nationales sans même en avoir obtenu l'autorisation, après l'avoir demandé néanmoins. Maintenant, Dominique Voynet, c'est comme je l'ai dit à un ami en cabinet, il me dit « Mais t'as vu, Dominique Voynet, elle l'a fait, fais-le toi aussi ». Je dis « Oui, mais Dominique Voynet, elle est un peu ancienne ministre ». Il m'a répondu bah, « Tu vois ce qu'il se reste à faire ». Donc, sur la distribution du vaccin, c'est plus compliqué d'obtenir une vraie territorialisation, sachant que bien sûr, nous n'avons pas en territoire toute l'expertise qu'il y a à Paris. C'est clair, il y a quand même des sujets très compliqués, de bénéfices-risques, même de sujets logistiques, etc., qui font qu'on ne peut pas juste dire « filez-moi les doses et laissez-moi faire ». Néanmoins, devoir se battre comme on s'est battu pour l'élargissement de la cible, c'est quand même invraisemblable. Et puis, il y a un autre sujet, mais ça je l'ai déjà dit dans d'autres cercles, ce n'est pas très agréable pour eux, mais tant pis. C'est ma vision, évidemment, elle est pas objective, mais on a analysé le bénéfice du vaccin comme si c'était un médicament classique, c'est-à-dire un bénéfice individuel. Et donc, qui a le plus de bénéfices individuels quand il n'y a pas assez de vaccins? C'est les vieux. Très bien, il faut vacciner les vieux. On ne sait pas accorder une part des doses destinées aux territoires les plus fragiles, c'est-à-dire aux collectifs les plus fragiles. Ce n'est pas seulement des personnes fragiles, il y a des collectifs fragiles. Ici, quand j'ai 100 malades, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que 100 malades à Paris. D'une, parce que j'ai beaucoup moins d'équipements, et donc nous ne sommes pas à égalité. Donc vous nous imposez l'égalité pour ne pas nous accorder des doses au début de la crise, au motif que nous avons très peu de personnes âgées et que donc les doses ont été distribuées par rapport au nombre de personnes âgées. Hein, donc on en a eu très peu. Mais vous partez du principe que nous sommes égaux au départ, ce qui n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et donc moi, déjà, quand j'ai 100 malades, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que chez vous. Je mets beaucoup plus d'énergie et je vais avoir besoin de beaucoup plus de moyens, des moyens qui viennent de métropole pour soigner ces 100 malades-là. Donc, de toute façon, je vais vous piquer des moyens. Et puis, même pour aller vacciner 100 personnes en Guyane, c'est beaucoup plus compliqué que vacciner 100 personnes dans les ados. Ils sont tous sur Doctolib, et pauvres, ils prennent leur rendez-vous, prennent leur métro, et c'est bon. Enfin, moi, pour aller vacciner les Amérindiens, les Bushimingués, les Saint-Luciens, les Haïtiens, les Syriens, les Libanais, qu'est-ce que j'ai dit, les Surinamais, les Guyaniens, parce que chez moi, on parle au moins 14 langues, parce qu'ils sont sur des référentiels culturels et linguistiques totalement différents, parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas d'Internet, parce qu'il y a les églises qui racontent n'importe quoi sur la vaccination. Et vous osez me raconter que oui, mais l'égalité fait que je n'ai pas le droit à plus de doses qu'ailleurs, parce que tu comprends, il n'y a pas beaucoup de doses et que donc il faut faire que les vieux meurent pas, c'est le truc le plus urgent. Ben, pas que. Je suis désolée. Et c'est bien dommage de ne pas avoir fait de la santé publique au moment de l'analyse de la stratégie vaccinale élaborée par mes amis de la Haute Autorité de Santé, qui ont regardé ça comme si c'était du paracétamol. Je grossis un peu et j'exagère, mais quand même, il y a des territoires qui sont plus fragiles. Alors, chacun va dire « mon territoire, il est différent des autres ». Bon, bien sûr, donc, il ne s'agit pas d'aller cultiver la différence pour « voilà, on est plus ceci, on est plus cela ». Enfin, flûte, tous les indicateurs montrent que la Guyane et Mayotte sont plus à risque.
et ne partent pas avec le même équipement. Quand à Mayotte, il y a un seul biologiste, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je n'ai que 13 lits de réanimation pour 300 000 habitants. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vraiment très très peu. Et qu'on a dû m'envoyer 450 personnes en renfort lors de la première vague. Ils en ont tiré quels enseignements? Aucun! Ils vont me dire, ah, il faut freiner, hein, il faut freiner. Oui, on va mettre le couvre-feu à midi, c'est ça qui va se passer? Mais ça va servir à rien. On va concentrer les gens et puis on va générer des rassemblements informels. Parce que plus on sert sur les endroits de réunion formels, restaurants, etc., plus il y a de l'échappement vers de l'informel et moins on suit la situation. Bon, mais du coup, je trouve que c'est une des grandes erreurs de la discussion sur la stratégie vaccinale qui a été le fait de la Haute Autorité de Santé, c'est de n'appréhender que le risque individuel au motif qu'un individu égale un individu et que l'égalité c'est important et qu'il faut d'abord éviter les morts. Eh ben, il faut éviter les morts, mais il faut aussi éviter d'avoir à envoyer 450 infirmiers en Guyane, hein, parce que ça, le rapport bénéfice-risque, tout ça, il n'est pas super, et qu'on est un peu le territoire le plus fragile à côté d'une machine à fabriquer du virus qui s'appelle le Brésil, et que de toute façon, le moment où ça merdera, eh ben, vous serez bien obligé de venir nous aider, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas faire tout seul. Et du coup, vos préconisations, ce serait quoi dans une situation comme celle-ci, avec des enseignements qui vont tarder à… Pardon. Mais le fait que Mayotte a été le dernier territoire qui a reçu ces vaccins, au motif que Mayotte a 0 EHPAD, enfin, c'est invraisemblable. Et Mayotte, un mois et demi après, ils avaient une incidence à 500 pour 100 000 et ils ont dû avoir je ne sais combien de dizaines et de centaines de réservistes. Enfin, oui, ils ont eu ensuite, du coup, ils ont eu 30 000 doses qui sont arrivées en urgence. Mais c'est trop tard. Les 30 000 doses, il fallait les envoyer début janvier. Il fallait en envoyer en Moselle, il fallait en envoyer à Paris, en Seine-Saint-Denis, et puis il fallait en envoyer à Mayotte, en Guyane, et peut-être aussi aux Antilles, parce qu'ils ont aussi d'autres vulnérabilités. Mais ça voulait dire, disons, se dire sur 100 doses, on en réserve 80 pour les territoires fragiles, voire on en met 15 pour les territoires fragiles, 5 on se les garde dans les congèles pour lâcher sur des sujets qui sont politiquement très sensibles, et le reste, c'est lié à la vulnérabilité des personnes. Ça veut dire qu'il y a des métropolitains âgés qui vont mourir parce qu'ils n'auront pas les doses qu'on a envoyées en Guyane. Oui, et alors? Et vos points d'appui dans ce débat, est-ce qu'ils sont centrales? Est-ce que vous pouvez avoir des leviers dans le collège des représentants de l'État au niveau local? Est-ce que vous avez des relais efficaces pour porter justement un message de déconcentration, d'adaptation au territoire? C'est qui vos appuis dans ces arbitrages? Alors, je ne peux pas tout dire. Hein, non, j'imagine. Mais non, j'ai des discussions très, très, très fréquentes avec des membres du Conseil scientifique national dont heureusement j'ai chopé le portable. D'accord. Donc, il y a quand même… C'est de l'individuel. Oui. Et donc, vos préconisations si on tirait des leçons sur un an de gestion de crise en Guyane et dans les Outre-mer, vos préconisations en termes d'organisation de l'État ou en termes de décision publique? C'est de faire très attention à notre conception de l'égalité. C'est ça le message. Et c'est en ça que je trouve le sujet de la crise, le sujet de la Guyane, le sujet des femmes, ils se recoupent. C'est que oui, nous devons être égaux par rapport à ce vaccin qui est en nombre insuffisant, mais non, nous ne sommes pas égaux au départ. Et la discrimination positive que comme beaucoup de femmes, j'ai été contre pendant longtemps et maintenant je suis complètement pour parce qu'elle est nécessaire le temps que l'égalité réelle se fasse, eh bien c'est pareil pour les territoires et ça n'est pas honteux de le dire et de l'admettre que nous ne partons pas du même voilà, nous on part, on a 100 mètres de retard, on a un sac à dos qui pèse 25 kilos et on marche avec des cannes. Et nous dire fais la course à côté de la Nouvelle-Aquitaine, ben non, ben non. Et là, je suis un des territoires qui vaccine le moins, alors que pour le coup, ils ont accordé de m'élargir la
la cible vaccinale aux plus de 30 ans, mais parce que le temps de réaction chez nous est extrêmement long, hein, le temps que tout le monde le sache et tout. Donc, c'est vraiment réfléchir à nos questions d'égalité, d'égalité des territoires, d'égalité des Français, parce que oui, c'est un idéal, mais non, ça n'est pas une réalité, et que donc il faut à la fois sur les questions de genre, mais aussi sur les questions territoriales ou de population, certaines étant plus fragiles que d'autres, nous devons faire peser plus d'actions. C'est normal de le faire, il faut le faire. Plus d'actions pour les personnes qui vivent dans des bidonvilles que pour des personnes qui vivent dans des appartements. Que certaines actions de prévention qu'on va faire dans un lycée bien sous tout rapport sont inutiles parce qu'elles nous font plaisir, mais parce que ces enfants ont d'autres ressources et que donc notre travail au niveau de l'État, c'est de compenser. Ça n'est pas de donner les mêmes armes à tout le monde, c'est quand même de nous intéresser à ceux qui en ont le moins au départ. Donc, s'intéresser à où en sont les territoires, où en sont les différentes populations et qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser en ayant le plus d'impact. C'est une question qui n'est pas simple, mais qui, moi, m'occupe jour et nuit. Voilà. Et donc, est-ce qu'il faut comprendre que vous militeriez pour davantage de déconcentration? Alors, je n'ai pas non plus intérêt, je vais le dire très simplement, à ce que les décisions qui sont prises pour la santé en Guyane soient soumises au président du conseil régional de Guyane. Alors, déconcentration, hein, pas décentralisation. Ah oui, voilà, c'est ça. Déconcentration, oui. Au niveau de l'État. Sur les questions de santé, je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre. Donc, déconcentration, oui. Décentralisation, c'est quand même très, très dangereux pour le coup. Parce que souvent, dans nos domaines, y compris dans les domaines sur l'environnement, par exemple, ma conviction, et je suis un peu raide, hein, mais c'est que la décentralisation rime parfois avec le moins-disant. C'est-à-dire, on a plutôt, ça dépend, hein, parfois les décisions ou les normes parisiennes sont absolument inadaptées et effectivement il faut les modifier, mais si ça n'est que les alléger pour pouvoir faire de leur paillage tranquille ou bidou sans être soumis aux réglementations européennes, c'est un exemple fictif parce que je ne connais pas bien leur paillage. Mais non, on a bien intérêt à ce que Paris et Bruxelles veillent. Donc, il faut associer les deux, hein, à la fois une déconcentration avec un pouvoir sur place quand même relativement important, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment que si la Direction générale de la santé oriente une politique dans tel domaine, moi, DGARS, j'ai le sentiment d'avoir suffisamment de poids pour leur dire vous m'emmerdez. Non, j'ai pas envie. Alors après, vous pouvez toujours me virer, me baisser ma prime. De toute façon, vous n'avez pas le pouvoir de baisser ma prime, vous, DGS. Moi, c'est à moi de faire mon analyse bénéfice-risque, enfin, mon analyse risque. Est-ce que si je prends telle orientation qui est contraire aux orientations parisiennes, est-ce que je risque ma place ou pas? C'est à moi de faire cette analyse. Et je peux vouloir aller jusqu'à mettre ma place en jeu. C'est à moi de me saisir de ce pouvoir-là et d'évaluer. Et du coup, les ARS, les DG d'ARS, je trouve qu'on a quand même un sacré poids si on veut s'en servir. Après, on est aussi soumis à des enjeux politiques locaux et tout, mais ça c'est normal. On est aussi des personnalités, on va dire, sur les territoires. Mais j'ai beaucoup plus le modèle ARS, c'est un modèle hyper intéressant parce que j'ai le sentiment, ne serait-ce aussi parce que je ne suis pas soumise au préfet, ça me donne quand même une liberté d'action et une capacité à vraiment travailler avec le préfet parce que j'ai absolument besoin de lui, travailler avec le recteur à un niveau d'égalité, le préfet étant dans la coordination et elle est nécessaire, mais je ne suis pas soumise à trop de pression locale, si ce n'est que cette pression peut m'amener à être giclée. Voilà. Je trouve que du coup, cette déconcentration sur le modèle agence régionale de santé est quand même un super modèle. Je suis vraiment, je tire mon chapeau à ceux qui ont eu l'idée, quoi. Et justement, on a eu pas mal de débats, comme vous le savez, sur cette articulation entre le préfet et les ARS. Comment vous situez par rapport à cette discussion? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve que c'est un super modèle, non pas par plaisir de ne pas obéir, même si ça m'amuse de ne pas obéir, je suis un peu joueuse. Je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir vraiment jouer good cop, bad cop, de pouvoir… il y a vraiment une partition à jouer à deux qui est beaucoup plus riche que si elle était jouée toute seule. Le fait que moi-même, d'ailleurs, je travaille avec Santé publique France, qui est à l'ARS Guyane, mais qui est autonome, c'est-à-dire qui ne sont pas sous mon autorité. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui ne sont pas sous mon autorité. Enfin, le médecin réanimateur au CH de Cayenne n'est pas sous mon autorité. Et le préfet peut bien s'exciter parce qu'il voudrait que, je ne sais pas quoi, les médecins ne vaccinent pas les Brésiliens qui sont installés illégalement sur notre territoire. Ni lui, ni moi, n'y peut rien, hein, parce que de toute façon, le médecin, il a une déontologie et il est indépendant dans l'exercice de son art. Et Dieu merci. C'est utile d'avoir des gens qui ne sont pas soumis à la hiérarchie de l'État. C'est aussi des rappels, c'est aussi la garantie que nous, citoyens, nous avons sur le fait que la santé n'est pas totalement soumise à l'agenda politique. C'est une chance en vérité. Et après, on a tout intérêt à travailler bien ensemble. Mais et quand on travaille bien ensemble, et c'est la plupart du temps le cas, hein, dans la plupart des endroits de France, des modes d'organisation ont été trouvés, ben, ça marche beaucoup mieux que si on était sur un système pyramidal qui n'existe finalement pas, puisque même le DG d'ARS n'a pas autorité sur les médecins. Par contre, moi, quand je parle aux médecins sur justement la vaccination des Brésiliens, oui, il est important de vacciner les Brésiliens qui sont sur le territoire, puisque c'est aussi par eux que l'épidémie circule, comme les Haïtiens, comme les Français, comme n'importe qui. Non, en tant que médecin, vous ne pouvez pas encourager le franchissement d'une frontière interdite. Là, c'est contraire à l'éthique médicale de faire un appel d'air et d'amener des Brésiliens de l'autre rive à venir se faire vacciner, au motif que c'est bon d'être vacciné, oui, mais ça n'est pas bon de se mettre en infraction vis-à-vis de la réglementation française et de risquer une reconduite à la frontière, une amende et voire une interdiction définitive de vie sur le territoire national. Eh bien ça, oui, cet arrangement, c'est pas un arrangement, oui, cette voie, elle est acceptable au plan de l'éthique médicale. La voie consistant à demander à des médecins de regarder si c'est un passeport français ou brésilien avant d'injecter, qui est une voie que peuvent imaginer spontanément des personnes du ministère de l'Intérieur parce que c'est leur monde, n'est absolument pas adaptée ni pertinente au monde sanitaire français, et Dieu merci, quoi. Dieu merci. Et ça, c'est utile d'avoir ce traducteur, c'est-à-dire quelque part, l'ARS c'est aussi un traducteur dans les deux sens entre des professionnels médicaux totalement, oui, autonomes, indépendants, à qui je dois quand même faire comprendre qu'ils ont intérêt à ne pas susciter des problèmes politiques graves qui finalement les contraindront dans leur exercice. Et je dois faire comprendre à nos amis de la PAF, de la préfecture, etc., qu'ils ne peuvent pas se rigidifier trop sur le sujet parce que sinon, c'est direct défenseur des droits, la comède, et ils vont perdre. Et ils vont perdre. Et qu'à la fin, on est ravis que les Brésiliens soient vaccinés parce qu'au moins, ils nous protègent. Hein, et d'ailleurs, le préfet l'a dit à la télé très vite, il a dit « je ne laisserai personne dire qu'une dose injectée chez un Brésilien est une dose gaspillée ». Il l'a dit très tôt à la télé quand il y a eu une polémique ici en Guyane. Mais elle a été très peu entendue et j'ai la chance d'avoir un préfet très ouvert. Donc moi, je suis vraiment partisane de cet équilibre-là. Je trouve que c'est un bon équilibre. Il demande plus de travail qu'un simple système d'obéissance, mais il est beaucoup plus efficace parce que justement, si on marche ensemble, c'est pas juste parce qu'il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre.
Eh bien, Madame Debord, on resterait encore de longs moments avec vous parce que c'est tout à fait passionnant ce que nous échangeons avec vous, ce que vous nous dites depuis presque une heure maintenant. Donc, je vous propose qu'on passe à la conclusion de notre échange et je vous poserai une question. Quel est le principal enseignement que vous avez tiré de la gestion de cette crise qui a démarré déjà depuis un an, donc vous avez pu voir différentes séquences et donc ça nous intéresserait de connaître le principal enseignement que vous en tirez. De l'humilité et de la patience. Et savoir se ressourcer et je dirais pas que plus on ne sait pas, hein, la crise va peut-être encore durer 3-4 ans. Donc voilà, de l'humilité, de l'ouverture, se renouveler et ne jamais avoir c'est peut-être les erreurs qu'on a faites d'ailleurs un peu au début, hein, c'est de se raccrocher à des espoirs qui devenaient des certitudes alors qu'on n'en a pas. Voilà. On ne sait pas. Le masque, on ne sait pas si ça sert. On sait pas. Oui, ça sert en partie, mais voilà. On pensait qu'avec les masques et les tests, on allait y échapper. Ben non. Et on pense qu'en mettant le couvre-feu, on va réduire. Ben non. Ça a marché au début, ça marche moins aujourd'hui. Les populations s'adaptent. Quand une mesure de freinage est trop longue ou qu'elle est illégitime ou qu'elle est devenue illégitime, elle n'a plus d'efficacité. Nous travaillons sur l'humain. L'humain ne fonctionne pas comme un robot, c'est heureux. Et donc, c'est pour ça que c'est utile d'être sur le territoire pour comprendre comment il fonctionne, pour essayer de comprendre. Et donc, une mesure qui marche dans un territoire ne marchera pas dans un autre. Une mesure qui a marché ici ne va pas marcher plus tard parce que les populations se sont habituées. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des idiots et arrêtez de se croire tout puissant. Voilà. Eh bien, merci infiniment pour cet échange sans phare. Et nous allons donc permettre une plus grande diffusion de cet échange en mettant cette visioconférence sur le site de notre association. Eh bien, nous vous souhaitons un très très bon début de journée pour vous en Guyane. Voilà, est-ce que ça démarre pour vous? Et puis, on vous souhaite la meilleure réussite possible pour cette longue différent marathon. Oui. Voilà, au bout de laquelle on n'est pas encore. Eh bien, merci encore, Madame Debord, et puis à une prochaine fois, j'espère. Oui, merci à vous. À merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.